Bonsoir, j'inaugure ce soir une conférence de presse tout à fait originale puisqu'elle est filmée en l'absence des journalistes et donc nous allons faire tout à distance conformément aux décisions de confinement national qui ont été prises par le président de la République. Par ailleurs, j'ai télétravaillé toute la journée et ne suis revenu que pour ce point presse. En ce qui concerne la situation internationale de la pandémie Covid-19, nous sommes ce soir à 190 000 cas, 80 000 guéris. On peut noter que l'essentiel des cas est désormais hors de Chine, puisqu'il y a 109 000 cas hors de Chine contre 81 000 en Chine, où l'épidémie est quasi à l'arrêt. 155 pays sont touchés, l'Iran avec 16 000 cas, la Corée du Sud avec 8 320. Mais ce qui préoccupe évidemment, c'est que l'Europe est l'épicentre de la pandémie, avec plus de 65 000 cas et près de 3 000 morts. Le pays le plus touché en nombre absolu, après la Chine, est l'Italie, avec 28 000 cas. Suivent l'Espagne avec 11 200 cas et l'Allemagne avec 8 600 cas. Le total des décès se monte à 7 500 et désormais il y a plus de décès hors de Chine qu'en Chine. 4 300 décès hors de Chine et 3 226 décès en Chine. Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie, 2158 morts, l'Iran, 988 morts, et l'Espagne avec 509 décès. En France, nous sommes face à une épidémie nationale qui progresse vite, avec des zones de circulation virale rapides et intenses. Aujourd'hui, nous avons 7 730 cas confirmés par test PCR. On peut noter aussi des informations plus précises, notamment sur le nombre de personnes hospitalisées. Aujourd'hui, nous avons 2 579 personnes hospitalisées, ce qui veut dire aussi que 5 000 personnes sont guéries ou confinées à domicile. 699 cas graves sont hospitalisés en réanimation et 602 personnes sont sorties de l'hôpital, guéries, depuis ce week-end. Le nombre de cas double tous les 3 jours. Il y a désormais des cas dans l'ensemble des régions métropolitaines et les territoires ultramarins. Les 6 régions les plus touchées sont toujours les mêmes: la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme vous le savez, on observe aussi des formes graves chez des adultes de moins de 60 ans, dont certains sont en réanimation. Enfin, nous déplorons 175 décès, et parmi ces décès, 7% concernent des personnes de moins de 65 ans. Nous sommes donc en stade 3 de cette épidémie de Covid-19. Nous évoluons progressivement vers une épidémie généralisée sur le territoire. Nous passons logiquement d'une stratégie de détection, de recherche systématique des cas, de lutte contre la diffusion, à une stratégie d'action collective qui s'appuie sur des mesures de confinement strict, de distanciation sociale et de mise en œuvre des mesures barrières par tout le monde tout au long de la journée. Pourquoi tout le monde ? Parce qu'on peut parfaitement être porteur du virus sans le savoir et se retrouver confronté à des personnes porteuses qui ne le savent pas non plus. Nous devons faire bouclier de la nation pour nos personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Nous faisons donc un appel à la solidarité nationale entre les générations. Soyons civiques devant ce contexte totalement inédit et très évolutif. Hier, le président de la République a décidé de prendre des mesures drastiques pour réduire au minimum les contacts et les déplacements sur l'ensemble du territoire, et ce pour une durée de 15 jours. Nous appelons donc tous les citoyens à rester chez eux le plus possible, tout simplement parce que quand on réduit les contacts, on empêche le virus de passer d'une personne à l'autre et on freine considérablement l'épidémie. Donc chacune et chacun d'entre vous peut sauver des vies en réduisant ses contacts, car il peut être porteur et l'ignorer, et ses proches aussi peuvent être porteurs. Restons donc à domicile, faisons barrière au virus et ne sortons que pour un motif impérieux ou en cas de force majeure. Je vous encourage aussi à suivre attentivement les consignes de confinement dans le calme, la sérénité, la gravité et le sérieux. Vous savez que les seuls déplacements autorisés sur attestation
sont les déplacements domicile-travail, dès lors que votre travail est indispensable et que vous ne pouvez pas télétravailler. On peut sortir, mais en s'organisant et en ne sortant pas 3 fois par jour, pour des achats de première nécessité dans les commerces de proximité, notamment alimentaires. On peut évidemment se rendre auprès d'un professionnel de santé pour un suivi de pathologie, pour un suivi de grossesse. Les déplacements pour des gardes d'enfants ou pour soutenir des personnes particulièrement dépendantes sont autorisés. Et enfin, il est possible de faire pour une courte durée de l'exercice physique à titre individuel, mais en évitant toute activité sportive collective. Vous savez qu'il faut respecter un confinement très strict pour les personnes les plus fragiles, les personnes de plus de 70 ans, qui en plus doivent éviter tout contact avec les enfants. Donc j'encourage vraiment tout le monde à être extrêmement attentif aux plus fragiles et vulnérables d'entre nous et à tout faire pour aider nos professionnels de santé, hospitaliers et de ville qui se battent contre le virus. On peut faire des actes importants, on peut aller donner son sang, et c'est très important en ce moment. On peut évidemment se faire suivre, mais on peut aussi avoir des actions solidaires, téléphoner à des proches, écrire, prendre des nouvelles, voire faire des courses pour les personnes les plus vulnérables. Par contre, on ne peut pas recevoir chez soi dans son foyer, être invité ailleurs, organiser des fêtes, un anniversaire, un mariage, se rassembler avec des amis, sortir sans raison ou organiser des activités collectives. En ce qui concerne les tests, nous sommes en stade épidémique. Les patients qui présentent des symptômes sans gravité sont pris en charge par la médecine de ville. Les téléconsultations sont favorisées. Je rappelle qu'il ne faut pas appeler le 15 quand on a des symptômes mineurs. Nous avons désormais une surveillance syndromique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des symptômes, sur un tableau évocateur de la maladie, qui est porté par les médecins généralistes, qui est porté par des laboratoires, qui est porté par les services d'urgence ou par des médecins sentinelles, et donc qui, grâce à un réseau épidémiologique national, font remonter des données qui nous permettent de suivre avec précision l'évolution de l'épidémie dans notre pays. À partir de ces informations, la stratégie est de tester évidemment et systématiquement toutes les personnes qui présentent des formes graves, et toutes les personnes qui sont hospitalisées, les professionnels de santé, les foyers, notamment dans les EHPAD, ou les nouveaux territoires qui seraient touchés. Les premiers résultats de la surveillance syndromique nous montrent que beaucoup d'entre vous se présentent aux urgences pour un tableau évocateur de coronavirus, et ça c'est problématique puisque je rappelle que si vous avez des symptômes bénins, il faut appeler votre médecin traitant, ne pas appeler le 15, ne pas aller dans un cabinet médical et ne pas aller aux urgences. La bonne pratique, c'est de rester chez soi, de ne pas sortir, de rester confiné au moins une semaine, ou en tout cas jusqu'à guérison clinique, la disparition des symptômes. Et les personnes qui vivent sous votre toit, qui sont dans votre foyer, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, doivent aussi rester confinés. Vous surveillez votre évolution clinique, vos symptômes, votre température. Vous ne faites pas d'automédication, vous ne prenez pas de corticoïdes, d'anti-inflammatoires, et vous ne prenez pas plus généralement de médicaments sans demander conseil à votre médecin traitant ou sans appeler au téléphone votre pharmacien. Si par hasard votre situation s'aggrave ou que vous avez des difficultés à respirer, que vous sentez que vous êtes essoufflé à l'effort, vous appelez le 15 et uniquement en cas d'aggravation et de difficultés respiratoires. Concernant les masques, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé, notre priorité absolue est de fournir des masques aux professionnels de santé dans les zones où circule le virus activement. C'est le cas aujourd'hui de livraisons qui ont eu lieu vers des hôpitaux et vers des officines des départements les plus touchés. Ces masques sont destinés évidemment aux professionnels de santé qui prennent en charge au quotidien les malades, à l'hôpital comme en ville, aux structures médico-sociales aussi et aux services d'aide à domicile. Cet approvisionnement important en masques est réalisé sur l'ensemble du territoire et va donc concerner progressivement tout le territoire national ce soir, demain et jeudi. Je rappelle que la bonne mise en œuvre de cette stratégie repose vraiment sur le sens civique, la responsabilité individuelle et l'évaluation permanente du risque face à une situation totalement inédite. Les masques, je le redis tous les soirs, mais c'est vraiment important, sont uniquement pour les malades, pour les transports sanitaires, pour les secours à personnes et pour les soignants. Je vois énormément de masques dans la rue, je vois énormément de masques des professionnels qui n'ont aucune raison d'être exposés à des malades.
ces masques sont mal portés, ces masques sont mal utilisés, ces masques manquent aux soignants. Beaucoup de gens portent des gants. Quand on porte des gants, on a potentiellement du virus sur les mains et ensuite on se touche le visage, on a des contacts avec les gens et donc on se protège soi-même mais on contamine son environnement, on contamine les personnes avec qui on a des interactions et en plus on se touche souvent le visage sous le masque et donc on se contamine massivement en pensant être protégé. Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé, il ne faut pas porter de gants. La meilleure solution est de se laver les mains régulièrement. Donc ne portez pas des masques, soyez solidaires avec nos soignants qui se battent au quotidien. Pour vous, l'application stricte des gestes barrières est fondamentale, ainsi que le respect de la distanciation sociale d'1 mètre partout où vous êtes, quand vous sortez, quand vous faites la queue devant un magasin. C'est vraiment très important. On voit encore beaucoup de personnes beaucoup trop proches les unes des autres. Et ces mesures sont extrêmement simples, elles sont surtout très efficaces. Je voudrais conclure par le message « Restez chez vous » qui est répété depuis plusieurs heures par l'ensemble des autorités. Restez chez vous et si vous êtes malade, si vous avez de la toux, de la fièvre, des douleurs musculaires, préférez la consultation d'un médecin à distance. C'est aujourd'hui possible par la téléconsultation. Lorsque vous pensez être atteint par le Covid-19, la téléconsultation est possible avec votre médecin traitant, mais aussi avec un médecin de permanence ou un médecin sur l'ensemble du territoire national, même si ce médecin n'est pas votre médecin traitant. À compter de demain, cette consultation sera prise en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire. Privilégier cette prise en charge à distance quand elle est possible, c'est vraiment le mot d'ordre que nous faisons passer ce soir pour les patients, pour les médecins et pour les infirmiers de ville. Infirmiers de ville qui pourront réaliser le suivi à distance des patients en télésuivi. Les médecins pourront prescrire ce suivi infirmier à distance pour les patients qui en relèvent. Seront également permises les consultations à distance réalisées par les sages-femmes pour que les femmes enceintes qui n'ont pas envie de sortir, et elles ont bien raison, puisqu'elles font partie des populations fragiles à protéger au maximum, puissent rester à domicile autant que possible et éviter donc les transports et éventuellement les contacts avec d'autres personnes et les sites hospitaliers dont on sait qu'ils sont maintenant potentiellement dangereux si on se retrouve à croiser des malades qui viennent à la même consultation, de même qu'on ne doit pas croiser des malades dans une salle d'attente. Donc les professionnels de santé nous le disent, évitez de venir au cabinet, évitez de venir à l'hôpital lorsqu'il n'y a pas d'indication particulière. Cette façon de privilégier de façon moderne la télémédecine et le télésoin, c'est un moyen de limiter massivement le risque d'infection pour vous, le risque d'infection des professionnels de santé et finalement de tous les patients qui consultent. Je vous remercie. Bonsoir. On nous demande d'abord si vous pouviez rappeler le bilan d'aujourd'hui. Alors le bilan, je l'ai donné pour la France, donc 7 730 cas confirmés par test PCR, mais aussi des informations importantes qui sont que 2 579 personnes aujourd'hui sont hospitalisées, ce qui veut dire que plus de 5 000 personnes sont soit guéries, soit juste confinées à domicile. Nous avons 699 cas graves en réanimation et surtout une bonne nouvelle, puisque nous avons maintenant des statistiques de sortie d'hôpital, 602 personnes sont rentrées à domicile guéries depuis ce week-end. Merci. Nous avons une deuxième question de l'APM qui se pose des questions concernant les stocks de masques. Quand seront-ils livrés dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux? Et il se pose aussi la question de la capacité combien on est capable d'en produire en flux. Alors, il y a les stocks stratégiques, vous le savez, que nous déstockons massivement à la demande du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Ces stocks sont en cours de livraison. La plupart des grands CHU, et en particulier des CHU des zones où l'épidémie est la plus intense, donc notamment le Grand Est, les Hauts-de-France, ont été livrés aujourd'hui. Nous avons eu cette confirmation. Le reste de livraison se fera au plus tard demain matin. Ça, c'est la partie hospitalière. Il y a des livraisons d'ailleurs qui se font vers l'ensemble des groupes hospitaliers les plus importants des départements. Et par ailleurs, c'est un autre circuit, des livraisons de masques vers les officines à destination des professionnels de santé de ville qui sont aussi en cours. Beaucoup d'officines seront livrées ce soir, les autres demain ou au plus tard jeudi, en fonction d'une part de la priorisation des départements épidémiques et d'autre part de la logistique qui est en place, mais qui est une très importante logistique puisqu'on est en train de déstocker plusieurs millions de masques. France Info nous demande,
En 2009, des millions de masques avaient été commandés pour la grippe H1N1. En mars, le ministre de la Santé dit ne plus avoir de stock. Les journalistes se demandent où sont passés ces masques. Alors si les stocks stratégiques existent, ils sont tenus par Santé publique France, ce sont des stocks stratégiques de masques chirurgicaux. Par contre, il y a encore beaucoup d'entreprises ou d'institutions qui ont des masques de cette époque, qui sont parfois d'ailleurs des masques de type FFP2. Et donc effectivement, ces entreprises peuvent les mettre à disposition, et certains l'ont fait, des soignants, pour que nous puissions utiliser ces masques, qui n'ont d'ailleurs aucun problème de péremption, puisque la seule péremption qui serait potentielle serait celle de l'élastique. Donc quand il y a des stocks de masques, même périmés depuis quelques mois ou quelques années, c'est juste l'élastique qui est un peu séché. Donc on peut tester la capacité de l'élastique à tenir, mais bénéficier de masques de protection de cette époque, qu'ils soient protecteurs de type P2 ou chirurgicaux anti-projection, c'est vraiment très important pour les soignants. Merci. Le Figaro nous reparle de ce qu'a expliqué Olivier Véran hier aux 20h. Il a expliqué qu'il fallait limiter ses contacts à 5 personnes. Les journalistes se demandent est-ce que c'est une estimation ou est-ce que c'est appuyé scientifiquement par des travaux scientifiques? En fait, on ne se rend pas compte du nombre de personnes avec lesquelles on est en interaction tous les jours. Maintenant que vous êtes confinés, faites le calcul de votre journée moyenne, du nombre de personnes que vous croisez en sortant de votre domicile, vos voisins, les personnes dans l'ascenseur, les personnes au parking, les personnes dans les transports, avec qui vous êtes à moins d'1 mètre. Et ça devient très rapidement plusieurs dizaines de personnes, sans parler de vos collègues de bureau, de la cantine, et ainsi de suite, et retour. Et donc ça fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, et on l'a déjà modélisé, c'est déjà calculé par de nombreux spécialistes. Il y a des personnes qui ont des contacts relativement étroits avec 200 ou 300 personnes dans la journée. Notre objectif, il est très simple, il faut qu'on divise nos contacts massivement chacun. Et donc, en fait, on pourrait même faire ce jeu avec les enfants, de se dire combien de personnes on a rencontrées aujourd'hui. L'idéal est de tendre vers 0, c'est-à-dire on reste au sein du foyer, et si jamais on sort, parce qu'on a quand même le droit de sortir pour aller faire des courses, on doit rester à plus d'1 mètre, et donc là, le compteur ne bouge pas. Par contre, si vous vous faites toucher, si vous vous faites renverser, si vous vous faites bousculer par quelqu'un, vous avez eu un contact. Si vous avez le réflexe de serrer la main, si vous avez un contact direct avec une personne qui vous tend un objet, vous avez un contact réel. Et donc, ce compteur, ce jeu est important, puisque l'idée est que ce nombre soit le plus faible possible, puisque plus on réduira les contacts, moins le virus aura la possibilité de passer d'une personne à l'autre. Le Figaro, toujours, demande, on parle de personnes asymptomatiques qui sont porteuses du virus. Pourquoi ne pas les tester pour les repérer et les cartographier? Alors justement, comme ils sont asymptomatiques, ils ne sont pas repérables, puisqu'ils sont comme vous et moi. Et donc, la vraie réponse, c'est qu'on est tous potentiellement porteurs. Et donc, on doit tous se comporter comme si on était contaminants, et donc éviter de toucher, éviter d'avoir des mains souillées, éviter d'être en contact direct avec des personnes. C'est valable pour vous, c'est valable pour vos proches, et c'est valable pour les personnes que vous rencontrez aussi. Et donc, si on a tous cette façon de procéder, si on est tous attentifs à éviter les contacts, parce que l'on peut tous être porteurs, eh bien finalement, on évitera que le virus se transmette. Question pour le Wall Street Journal qui s'interroge sur le sens des chiffres que nous donnons sur les contaminés, tout en sachant que nous ne testons que les cas avec des symptômes sévères. Alors, c'est effectivement la situation dans la plupart des pays, puisque si vous regardez ce qui se passe en Italie, en Allemagne ou en Espagne, on a la même stratégie, à peu près les mêmes chiffres globaux, qui sont des chiffres de tests de personnes symptomatiques. Nous testons quand même assez largement aussi autour de foyers, nous testons aussi les professionnels de santé, et nous avons maintenant la surveillance syndromique qui est en place, c'est-à-dire le nombre de personnes qui consultent. Ce système se met en place depuis lundi. Santé publique France nous donnera le nombre de consultations pour un tableau évocateur de coronavirus. C'est exactement ce qu'on fait chaque année pour les gastro-entérites qu'on ne teste pas, pour les grippes qu'on ne teste pas, pour les bronchiolites qu'on ne teste pas, et qui donnent des chiffres extrêmement précis. Donc on aura à la fois les données de tests confirmés, les données d'activité hospitalière que j'ai commencé à vous donner aujourd'hui, c'est-à-dire 2579 personnes hospitalisées aujourd'hui, combien de personnes en réanimation, combien de personnes sortantes de l'hôpital, ça c'est important aussi, le flux sortant est important pour les Françaises et les Français parce que ce sont des gens guéris, et puis en plus,
la partie de surveillance en population qui est basée sur les médecins généralistes, les médecins sentinelles, qui ont cette habitude tous les ans de dire, au vu de nos consultations, j'ai 10%, 15%, 20% de mes consultations qui sont des tableaux évocateurs de coronavirus. Toujours pour le Wall Street Journal, la rédaction a le chiffre de 10 000 respirateurs pour l'Allemagne. En France, on nous a donné le chiffre de 5 000 respirateurs. Est-ce que c'est suffisant? Et sinon, est-ce qu'une commande a été faite? Alors on en a plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est effectivement à plusieurs dizaines de milliers de respirateurs, mais qui ne sont pas forcément des respirateurs tels qu'on se les imagine en réanimation. En fait, vous savez qu'à chaque fois qu'on a des lits de réanimation, et on a 7000 lits de réanimation, dont près de 2000 aujourd'hui disponibles, c'est important de le rappeler, il y a des places disponibles, on est évidemment dans une logique d'anticipation. Chaque lit de réanimation a forcément un respirateur, et il y a même un peu plus de respirateurs que de lits. Mais on a aussi toutes sortes d'autres activités, de transport par SAMU, de blocs opératoires, de salles de réveil, où vous avez aussi des respirateurs puisque vous êtes sous anesthésie générale. Et donc ces respirateurs pourraient être utilisés puisque vous savez que nous avons appelé à une déprogrammation massive de l'ensemble des établissements. Donc il n'y a plus d'activité chirurgicale programmée, il y a évidemment des activités d'urgence, mais à partir du moment où on a déprogrammé beaucoup d'interventions chirurgicales, on récupère des équipes d'anesthésie, des infirmières d'anesthésie, des infirmières de bloc opératoire et des respirateurs. Question pour le site egora.fr qui s'interroge suite à une dépêche AFP qu'une candidate de la ville de Marseille ait été testée sans symptômes. Comment cela se fait-il? Qu'une candidate aux élections municipales. Ah. Je ne connais pas ce sujet. Je sais qu'à Marseille, vous savez que nous avons des équipes de virologie très performantes et que nous avons aussi des études en cours qui permettent de savoir si parmi des personnes volontaires, et ça fait partie du protocole de recherche, on peut rechercher le virus. Donc c'est peut-être aussi sous cet angle-là qu'a été faite la recherche, puisqu'effectivement, vous avez noté qu'on a des cas de transmission à partir de personnes peu ou asymptomatiques, qui ont très peu de symptômes ou qui disent ne pas en avoir. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs mis en place les mesures de confinement, puisque c'est justement l'intérêt de se dire le confinement est là pour empêcher qu'une personne qui l'ignore puisse transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi intéressant de temps en temps de tester des asymptomatiques, mais on est dans un cadre de recherche. Question de Mediapart. Qui revient sur le sujet des masques évoqués précédemment, qui avaient été commandés pour le H1N1. Mediapart souhaite savoir si ces masques ont été déstockés et si c'est le cas, s'ils sont sûrs, s'ils sont efficaces pour les soignants. Oui, absolument. Ces masques ont été déstockés. On encourage aussi les institutions et les entreprises privées qui en ont encore à les offrir éventuellement de façon solidaire au personnel soignant. Il y a des masques militaires, des masques de stock militaire qui ont été mis à disposition et je remercie le ministère des Armées, là encore, puisque les stocks permettent d'aider les professionnels de santé qui sont en première ligne et qui se battent pour sauver les malades. Donc, vraiment, c'est important, les masques sont des denrées rares, le masque c'est un bien précieux et il faut vraiment le réserver aux situations où il est utile. Donc c'est pour ça que j'en appelle à l'esprit de responsabilité et de solidarité de nos concitoyens. Aller faire du vélo avec un masque n'a aucun sens puisque le virus n'est pas dans l'air, mais par contre, réserver les masques aux soignants est vraiment un acte important. Une nouvelle fois pour Mediapart, il s'interroge sur est-ce qu'on aurait des données chiffrées sur le nombre de masques qui sont dans nos stocks et également des données chiffrées sur notre capacité de production en flux. Alors, deux choses sur les stocks. Effectivement, on avait au départ un peu plus de 100 millions de masques de protection qui sont anti-projection et dont une partie importante est en cours de déstockage. Donc ça, c'était le stock stratégique de l'État. Et par ailleurs, effectivement, vous le savez, le Premier ministre a pris un décret de réquisition de l'ensemble des stocks et de la production française. Et donc, tous les stocks qui sont sur les territoires français sont maintenant cartographiés et mis à disposition des établissements de santé, des professionnels de santé. Et par ailleurs, la production et la capacité de production française, qui est en cours de progression, puisque tout le monde se mobilise, fera l'objet effectivement de livraisons progressives semaine après semaine, au fur et à mesure que les millions de masques qui vont être produits au cours des prochaines semaines seront disponibles pour les professionnels de santé. Et enfin, la dernière question de France 2 concerne les tests diagnostiques. Il demande pourquoi ne pas tester tout le monde comme le dit l'OMS et est-ce qu'il sera bientôt possible de faire des tests rapides comme pour le VIH par exemple?
Alors, l'OMS, je pense qu'on discute beaucoup avec l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général en particulier est inquiet sur le fait que des pays ne soient pas prêts. Et je pense que la France n'était pas du tout visée par cette alerte de l'OMS. Il y a des pays qui ne testent pas du tout et qui n'ont pas mis à disposition de leur centre hospitalier de la capacité de tester. L'OMS confirme qu'il faut être prêt à tester quand le virus arrive sur le territoire, qu'il faut être prêt à tester quand le virus commence à circuler. Nous sommes dans une autre phase qui est une phase de circulation active. Il n'y a plus besoin de savoir si à Paris ou à Mulhouse il y a du virus responsable du Covid, puisqu'on voit arriver les malades massivement, et donc le test en population communautaire n'a pas beaucoup d'intérêt, ce d'autant qu'aujourd'hui tout le monde est confiné, donc c'est la meilleure réponse, puisque quand on est malade et qu'on n'est pas grave, il faut rester confiné à domicile jusqu'à guérison. Par contre, effectivement, il y a des pays qui ont besoin d'être très attentifs à ces tests. Nous avons des tests désormais disponibles dans de très nombreux sites sur le territoire national. Nous avons des tests qui sont réalisés de plus en plus rapidement. Mais par contre, la stratégie de tester toute la population, aucun pays ne l'a fait. Et ça n'a pas vraiment de sens, même si un jour, peut-être, il y aura des tests rapides pour tout le monde, comme pour le VIH. Mais on n'est pas sur la même logique. Le VIH, on est porteur chronique, on peut contaminer ses partenaires. Là, on voit bien qu'on peut être malade, mais qu'ensuite on guérit. C'est un message très important. Quand on n'a plus de symptômes, on n'a plus de virus. Ça a été démontré. Et puis il y a enfin un élément peut-être encore plus important qui manque, mais qui va arriver, qui est la recherche sérologique, c'est-à-dire la capacité de détecter des anticorps contre le virus, qui signent que l'on est guéri, mais surtout qui donnera la réponse définitive du nombre de personnes qui ont été contaminées par le virus et qui en ont guéri. Et je rappelle que ce nombre est quand même supérieur à 98%, donc c'est un message important d'optimisme, c'est que beaucoup de gens guérissent, l'immense majorité des personnes guérissent, et que par ailleurs, on a probablement en France beaucoup de gens qui ont des formes extrêmement bénignes de la maladie. Il y a encore 2 questions. Pour Usine Nouvelle, qui souhaite savoir comment expliquer les différents taux de mortalité en Europe, en prenant exemple sur l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. C'est très difficile de comparer les taux de mortalité, d'abord parce que la population touchée n'est pas la même. On sait que, en fonction des foyers, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes, de la zone qui est touchée, si on compare par exemple Madrid, la Lombardie, l'Alsace et les Länder les plus touchés en Allemagne, la structure de la population n'est pas la même. Donc la mortalité peut être différente parce qu'on a des personnes plus ou moins âgées. De la même façon, on peut avoir des personnes plus ou moins fragiles. Et là aussi, on sait que la gravité est liée à l'âge et à la fragilité. Ensuite, il y a le délai d'arrivée de l'épidémie, puisqu'on a vu en Chine et en Corée que la mortalité progresse avec le temps, puisque les personnes qui sont en réanimation pendant plusieurs jours et qui malheureusement décèdent ne décèdent pas du jour au lendemain. Et enfin, il y a ce fameux dénominateur, c'est-à-dire est-ce que le pays teste beaucoup, comme la Corée, qui teste beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes, mais qui peuvent être éventuellement porteurs, et ce qui obligatoirement diminue la mortalité, puisque le nombre de testés est très important. Donc aujourd'hui, nous avons en France une mortalité relativement faible et des réanimateurs qui se battent pour chaque malade, l'objectif étant que cette mortalité soit la plus faible. Et c'est pour ça que quand on en appelle au respect strict du confinement, c'est justement pour que l'épidémie qui est en cours et qui est rapide et qui est sévère ne submerge pas nos capacités de réanimation. Et donc on voit bien qu'on est en train d'aider massivement, et c'est heureux, l'Alsace, en particulier Mulhouse, Colmar, Strasbourg, qui reçoit beaucoup d'aide, et le président de la République a annoncé l'envoi de capacités militaires. On les aide aussi à ce que tous les malades qui ont besoin de réanimation soient pris en charge dans des bonnes conditions, quitte à les transférer vers d'autres hôpitaux où il y a moins de malades. Donc tout ça est en cours. Et donc il est très important que nos mesures de confinement et notre objectif quotidien d'avoir le minimum de contacts empêchent le virus de se transmettre, puisque dans 8 jours ou dans 15 jours, on n'aura plus ces formes graves. Donc à chaque fois qu'on respecte le confinement et qu'on respecte la distanciation sociale, on évite potentiellement un cas grave. Dernière question enfin pour RFI. Donc on a bien compris que les masques étaient réservés au personnel soignant au sens large. RFI s'interroge en revanche sur ce qu'il en est des autres personnes au contact de la population, comme notamment le personnel des commerces. Est-ce qu'ils doivent porter des masques ? Si tout le monde respectait les consignes, les malades resteraient confinés à domicile. Les personnes respecteraient le 1 mètre. Et donc, la personne qui rend
qui vous offre une baguette, ou qui rend la monnaie, ou qui est au guichet, n'a aucune raison de se trouver confronté au virus d'une part, et confronté à un risque de transmission d'autre part. Donc c'est aussi simple que ça. Le lavage des mains, le fait que si j'ai des symptômes, je ne sors pas de chez moi, je reste confiné, fait que le risque est vraiment le même que quand vous rencontrez une personne dans le couloir ou dans l'ascenseur. Donc c'est aussi simple que ça. On respecte les distances, on ne se touche pas, on se lave les mains dès qu'on a eu un contact, potentiellement contaminant, ce qui peut arriver, et donc il n'y a pas de raison de porter un masque dans l'activité quotidienne, dans la vie courante, et encore moins dans la rue. Merci à vous.